Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du début du XXe siècle. Alors installez-vous pendant que nous partons pour l'Angleterre. Irene Violette Munro est née à Brighton en 1903 mais a déménagé très jeune avec sa famille à South Kensington, Londres. Toujours une fille indépendante, très polie et respectueuse. En 1920, elle vivait avec sa mère et travaillait comme dactylo dans un cabinet de comptable, dans la très animée Oxford Street à Londres. C'était une très bonne époque pour une jeune fille de 17 ans de travailler dans l'une des rues les plus à la mode de Londres. La Première Guerre mondiale s'était terminée en 1918 et elle avait profondément influencé la société britannique. Durant la guerre, de nombreuses femmes travaillaient dans des usines, des fermes et d'autres secteurs. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'elles étaient employées et à la fin de la guerre, il y avait plus de 5 millions de femmes en emploi, recevant un salaire et ayant plus d'indépendance. Les femmes de plus de 30 ans ont obtenu le droit de vote en 1918. Bien que la guerre ait eu un effet très dommageable sur l'économie britannique. Pour une jeune femme de 17 ans comme Irene, c'était une bonne époque. Tout le monde regardait vers l'avenir, et les jeunes se retrouvaient dans les bars, les cinémas et les salles de danse. Cette nouvelle indépendance féminine se reflétait dans les nouvelles modes, et les femmes ont commencé à fumer, à boire et à conduire des automobiles. Irene a adopté ces changements et a travaillé dur dans son emploi afin d'essayer de profiter des nouvelles opportunités offertes aux jeunes femmes à l'époque. En août 1920, Irene a dit à sa mère qu'elle préférait ne pas l'accompagner pour leurs vacances d'été chez des parents en Écosse et qu'elle prévoyait plutôt de partir en voyage dans la ville balnéaire d'Eastbourne. L'hiver avait été très morne et l'été avait également été assez pluvieux. Quitter Londres pour la côte était très populaire, tout comme les maisons d'hôtes et hôtels. Étaient généralement pleins de juin à août, car les gens visitaient des villes comme Blackpool, Scarborough, Llandudno et Brighton pour profiter des plages, des promenades et des jetées. Pour les jeunes dames et messieurs, de nombreuses salles de danse et pubs leur permettaient donc de se retrouver et de profiter des longues soirées d'été. Eastbourne, très prisée, se trouvait à 77 miles de Londres, sur la côte sud de l'Angleterre, à 20 miles à l'est de Brighton. Elle était accessible en train depuis Londres et comme beaucoup avaient l'an des voitures, c'était aussi un agréable trajet depuis la capitale à travers la campagne du Sussex. La mère d'Irene, prénommée Flora, ne voyait aucun inconvénient à ce que sa fille unique parte en vacances seule. Elle savait qu'elle était une jeune femme très responsable et qu'elle avait toujours été assez indépendante. Flora et Irene ont organisé le départ d'Irene 2 semaines sur la côte pendant que Flora allait en Écosse. Irene avait travaillé dur et économisé pour ses vacances d'été. Ainsi, le lundi 16 août, elle a dit au revoir à sa mère et a voyagé en train jusqu'à la ville balnéaire d'Eastbourne. Irene n'avait pas prévu de logement. Au lieu de cela, elle a décidé de chercher un endroit où loger à son arrivée. Après quelques recherches, elle a trouvé une chambre au 393 Seaside. Charmante maison d'hôte tenue par une dame très agréable, nommée Madame Winyat. C'était un emplacement idéal à quelques pas de la plage, à 1 mile du centre-ville et à un court trajet en bus du petit village de pêcheurs de Penvensebe qui était particulièrement populaire grâce à sa belle plage et à son château médiéval. Une fois installée, elle écrivit à sa mère pour lui faire savoir qu'elle avait trouvé un endroit où loger et que tout était en ordre. Dans le cadre de son accord avec Madame Winyat, elle paya d'avance les 30 shillings de frais. Madame Winyat exposa les règles de la pension. C'était un établissement respectable et en aucun cas, un jeune homme ne serait autorisé à accéder à sa chambre. Elle indiqua aussi où tout se trouvait, les trajets de bus, les belles promenades et les lieux qu'une jeune femme respectable seule en vacances aimerait visiter. Le 18 août, Irene écrivit une autre lettre à sa mère. Indépendante, elle a aimé pourtant informer sa mère de ses activités. Elle termina la lettre en écrivant « Au revoir pour l'instant, embrasse bien grand-mère, tante Jessie et tout le monde de ma part. Ta fille est affectueuse, Irene. »
Irène ne connaissait personne à Eastbourne, et après l'excitation de visiter seule cette belle ville côtière, elle commença à se sentir un peu seule. Le lendemain, jeudi 19 août, elle prit son petit déjeuner avant de dire au revoir à Madame Winnet et de se diriger vers la plage. C'était une belle journée et le soleil brillait. Cependant, au fil des heures, Madame Wignat remarqua qu'Irène n'était pas revenue. Les journées étaient longues et il ne faisait nuit qu'après 20 heures, mais même après le coucher du soleil, il n'y avait aucun signe d'Irène. Madame Wignat pensa qu'elle avait peut-être simplement rencontré d'autres personnes de son âge et qu'elle s'amusait probablement. Mais elle devint plus inquiète le lendemain. Irène n'était pas encore revenue à la pension. Dans l'après-midi du vendredi 20 août, un garçon de 13 ans nommé Walter Weller est allé à la plage avec sa mère. En courant partout, il a rejoint une berge de galets et a trébuché sur quelque chose. Le garçon effrayé baissa les yeux et vit un pied qui dépassait des galets. Il appela sa mère qui, horrifiée, retourna en hâte avec lui à la maison d'hôte où elle logeait et demanda au propriétaire, M. Lamb, de venir vite à la plage. Lorsqu'il arriva à l'endroit où Walter avait vu le pied, il retira soigneusement les galets et là, allongé dans une tombe peu profonde, se trouvait le corps d'une jeune femme. La police fut immédiatement appelée et ils remarquèrent une grosse pierre tachée de sang tout près. Le corps fut transporté à la morgue. La nouvelle de la découverte se répandit rapidement dans la ville. Eastbourne était réputé sûr et accueillant, ce genre d'incident n'arrivait jamais. Lorsque Madame Wignat a appris qu'une jeune femme avait été retrouvée morte près de la plage, dans une zone appelée les Crumbles, tout près de sa maison d'hôte, elle a contacté la police. Irène n'était toujours pas rentrée et elle craignait que la défunte ne soit son invitée, mademoiselle Irène Munro. La police l'a emmenée voir le corps et Madame Wignat a confirmé qu'il s'agissait bien d'Irène. Le lendemain, la tante d'Irène est venue procéder à l'identification officielle. Une autopsie a été réalisée et a conclu que la défunte avait reçu un coup au visage avec un objet tel qu'une canne. Elle avait perdu 2 de ses dents lors de l'attaque et aurait probablement été inconsciente avant d'être frappée avec la grosse pierre qui a été retrouvée près de son corps. Il n'y avait aucun signe d'autres agressions, ce qui a amené la police à penser que le mobile de l'attaque pouvait être le vol. Des détectives de Scotland Yard, sous la direction de l'inspecteur George Mercer, ont enquêté sur l'affaire. L'histoire du meurtre d'Irène Munro a fait la une des journaux, non seulement dans la presse locale du Sussex, mais aussi dans tout le pays. Il semblait que tout le monde dans la petite ville du Sussex parlait du meurtre, et des témoins ont rapidement commencé à se manifester. Des hommes qui travaillaient à proximité ont déclaré que, le 19 août, ils avaient été vus une très jolie jeune femme marcher en direction de la baie de Pevensey avec 2 messieurs. Les hommes ont été invités à accompagner la police à la morgue pour identifier si la jeune femme vue était Irène. Une fois qu'ils ont vu le corps, les hommes ont hoché la tête et ont simplement dit « Oui, c'est la personne que nous avons vue ». Les détectives ont visité des maisons d'hôtes, des hôtels et des pubs. Eastbourne était une station balnéaire très animée et il se pouvait que quelqu'un ait quitté rapidement son logement en tentant de s'éloigner de la région. Lorsqu'ils ont visité l'hôtel Albemarle, une serveuse leur a parlé de 2 hommes qui buvaient parfois au bar de l'hôtel. Aucun des 2 n'avait jamais beaucoup d'argent, mais le 19 août, ils sont tous les 2 arrivés bien habillés et apparemment avec beaucoup plus d'argent que d'habitude. Elle a dit que les hommes étaient très charmeurs et qu'elle ne les connaissait que comme Billy et Jack. D'autres témoins ont dit à la police qu'ils avaient vu le défunt avec 2 jeunes messieurs le matin du 19 août. La plupart ont décrit l'un comme un jeune homme et l'autre comme plus âgé, vêtu d'un costume à chevrons. Le plus jeune a été vu marchant bras dessus, bras dessous avec elle, portant une canne jaune ornée d'une tête de chien en métal. Un gentleman local nommé Frederick Wells a dit à l'inspecteur Mercer qu'il avait vu la jeune femme en compagnie de 2 hommes, qu'il voyait souvent dans les environs d'Eastbourne. Il reconnaissait toujours le plus jeune, qui portait toujours sa canne jaune. L'inspecteur Mercer a demandé à M. Wells s'il accepterait de l'accompagner en ville pour tenter d'identifier les hommes décrits.
Il ne fallut pas longtemps avant que M. Wells aperçoive un jeune homme avec une canne jaune. Il le montra à l'inspecteur Mercer, qui s'approcha alors des hommes et leur demanda de s'identifier. Ils étaient Jack Alfred Field, 19 ans, et William Thomas Gray, 29 ans. L'inspecteur les a arrêtés et conduits au poste pour interrogatoire. L'enquête avait été rapide pour la police. Seulement 4 jours s'étaient écoulés depuis la découverte du corps et ils avaient déjà 2 hommes en garde à vue. Tous deux nièrent toute implication dans le meurtre et affirmèrent qu'après avoir quitté le bar de l'hôtel Aldermal, ils étaient allés chez William Gray, où ils avaient mangé et parlé avec son épouse. Ils sont ensuite retournés sur le front de mer. Malgré leur dénégation, la police a placé les 2 messieurs dans une parade d'identification et les 5 ouvriers qui avaient alors vu 2 hommes avec Irene ont été invités à dire s'ils pouvaient les reconnaître. Cependant, ils n'ont pas pu les reconnaître et Jack Field ainsi que William Gray ont été relâchés. L'inspecteur Mercer croyait qu'il était très probable que les 2 messieurs qu'il venait de relâcher étaient effectivement responsables de la mort de la jeune Irene Monroe. Il a demandé à ses agents de poursuivre la collecte d'informations, surtout en interrogeant les témoins pouvant relier les suspects à Irene. Des témoins se sont manifestés, affirmant avoir vu les 2 hommes quitter l'hôtel Albemarle et monter dans un bus en direction de la taverne de tir à l'arc. Les détectives ont interrogé le conducteur, un gentleman nommé George Blackmer. Il a dit qu'il connaissait les 2 hommes qui prenaient souvent son bus. Il a dit qu'ils étaient descendus à la taverne de tir à l'arc, rejoints par une jeune femme en manteau vert et chapeau noir. Les enquêteurs ont montré une photo d'Irene à M. Blackmer qui a reconnu l'avoir déjà vue. 4 jours plus tard, le 30 août, un marin nommé William Putman a vu une photo d'Irene dans le journal. Il a lu l'article sur la façon dont elle avait été retrouvée dans une tombe peu profonde près de la plage à Eastbourne. Il se rappelait l'avoir vue avec 2 hommes. Il était en congé ce jour-là, donc il savait que la date était le 19 août. William Putman a contacté la police et a été interrogé par l'inspecteur Mercer. Après sa déposition, il a accepté d'accompagner l'inspecteur faire le tour de la ville pour tenter de retrouver les 2 hommes vus avec Irene. Il les a rapidement identifiés. Ils étaient assis devant un stand de thé. Il a aussi précisé que le plus jeune des 2 portait un chapeau différent. La police les a arrêtés, cependant les suspects ont continué à nier toute implication dans le crime. Lors des perquisitions, les détectives ont retrouvé des vêtements correspondant aux descriptions des témoins et la canne jaune à poignée en tête de chien en métal. Le 6 septembre, Jack Alfred Field et William Thomas Gray ont été inculpés du meurtre d'Irene Violette Monroe. Le procès a commencé le 13 décembre 1920 dans la ville de Lewis, dans le comté de Sussex, et à la fois Jack Field et William Gray ont plaidé non coupables. Bien que personne n'ait vu le crime se produire et que les preuves soient uniquement circonstancielles, l'accusation a présenté un dossier détaillé et complet. Ils ont informé le tribunal que les 2 accusés étaient d'anciens militaires actuellement sans emploi et qu'ils avaient déjà été arrêtés pour de petits vols et cambriolages. Ils ont précisé que les 2 hommes avaient donné à la police des déclarations identiques sur leur localisation le 19 août, mais que cela contredisait les témoignages les ayant vus ce jour-là. L'accusation a affirmé que, selon l'autopsie officielle, l'heure du décès se situait entre 15h30 et 17h30. Cela a été contesté par la défense qui a déclaré que lorsque le corps a été examiné par un médecin le 20 août, celui-ci avait estimé l'heure du décès à un moment après 23h le 19. Si tel était le cas, les accusés auraient des alibis solides quant à leur localisation à ce moment-là. Un autre expert médical qui avait vu le corps à une date ultérieure était d'accord avec l'autopsie officielle selon laquelle Irene était décédée entre 15h30 et 17h30 le 19. L'accusation a pu présenter de nombreux témoins capables de situer Jack Field et William Gray dans la région au moment du meurtre. Les 2 serveuses au sein du bar de l'hôtel Albemarle, nommées Dorothy Ducker et Elsie Finlay, ont témoigné que les 2 hommes avaient le bu dans le bar et semblaient avoir pas mal d'argent. Une jeune fille du coin qui travaillait comme femme de chambre, nommée Maud Baxter, a déclaré devant le tribunal qu'elle connaissait les 2 accusés et qu'il lui avait demandé de dire qu'elle avait été avec eux à Pevensey Bay l'après-midi du meurtre.
Cependant, elle leur a dit qu'elle ne le ferait pas. Quand on lui a demandé où elle était ce jour-là, mademoiselle Baxter a dit qu'elle travaillait, témoignage confirmé par ses collègues du même établissement. Bien que William Gray ait choisi de ne pas témoigner pour sa défense, Jack Field a pris la parole à la barre. Il a déclaré au tribunal qu'il n'avait jamais rencontré mademoiselle Irene Monroe. Il n'a pas nié s'être rendu à l'hôtel Albemarle et qu'il était monté dans le bus où il avait été vu par le conducteur, M. George Blackmer, mais il a affirmé que lui et Guillaume Gray se rendaient au cirque. Lorsqu'on lui a demandé comment un jeune homme sans emploi pouvait dépenser aussi librement l'argent qu'il avait dépensé, il a répondu que le jour en question, il avait reçu son allocation de chômage. Étrangement, 2 jours après le meurtre, les 2 accusés avaient tenté de réintégrer l'armée. Interrogé sur leurs actes, Jack Field a expliqué que ses allocations et celles de M. Gray ne suffisaient ni pas pour vivre. Elles finiraient donc sûrement un jour, alors ils ont jugé bon de retourner dans l'armée. Ses réponses manquaient de conviction. Il affirmait que les témoins l'ayant vu près des ruines lors du meurtre se trompaient et il n'a pas nié avoir tenté de convaincre Maud Baxter de fournir un faux alibi. Il disait que, n'ayant vu personne qu'il connaissait, à peine Van Cebe ce jour-là, il pensait en que personne ne pourrait confirmer leur alibi. Le procès s'est achevé le 17 décembre et le jury est parti délibérer. Ils sont revenus 1 heure plus tard pour déclarer les 2 accusés coupables. Cependant, ils ont préconisé la clémence, affirmant que leurs actes n'étaient pas prémédités. Le juge a ignoré cette recommandation et a condamné Jack Field et William Gray à mort. Les 2 hommes ont fait appel de leur sentence, se rejetant mutuellement la responsabilité du meurtre. Le Lord Chief Justice et 2 autres juges ont rejeté ces appels et à 8 heures du matin, le 4 février 1921, Jack Field et William Gray ont été pendus à la prison de Wandsworth à Londres. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou suggestions et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.